Eh bien bonjour, merci d'être venu ce matin pour cette première rencontre de Rue des Livres. Nous sommes ravis de débuter ce programme avec vous, Franck Tilliez, que nous accueillons pas pour la première fois à Rennes, mais pour la première fois sur le festival. Et merci également à Nola qui sera votre interprète en langue des signes. Nous allons parler ce matin de votre travail, de vos livres, si j'ai bien compté, 24 au total à ce jour. Le 25e paraîtra, lui, au mois de mai. Plus de 10 millions d'exemplaires vendus et lus à travers le monde, mais vous êtes aussi l'auteur de scénarios pour des séries télévisées, et vos livres sont des polars et des thrillers qui, depuis la parution du troisième d'entre eux, La Chambre des Morts, vous permet de vous y consacrer entièrement. C'était en 2005, donc il y a 20 ans. Et 20 ans plus tard, il continue à occuper une bonne part de votre emploi du temps. Vous l'avez réalisé, ce que ces livres vous ont permis de faire, ce rêve peut-être que vous aviez un jour, qui non seulement est un jour devenu réalité, mais en plus qui continue à l'être. Oui. Alors, bonjour à toutes et à tous. Oui, alors, quand on commence à écrire, évidemment... on écrit parce qu'on a envie de raconter une histoire, et puis on a envie que cette histoire soit lue. Enfin, moi, étant moi-même lecteur, je trouvais ça incroyable de lire un livre. Je pensais toujours à l'auteur. Je me dis, mais il a réussi à écrire cette histoire, il m'a embarqué, il me fait voyager, et ça me donnait envie. Et donc, forcément, quand je me suis mis à écrire ma première histoire, j'ai eu envie de faire la même chose, c'est-à-dire d'écrire une histoire pour que des gens la lisent. C'était vraiment, j'avais vraiment cette envie d'avoir des lecteurs. Et puis on est très très vite confronté finalement à la réalité du milieu du livre, hein, parce que c'est vrai que moi, je travaillais dans l'informatique, j'étais complètement en dehors du milieu littéraire. Et on écrit une histoire, puis on se dit, de toute façon, voilà, elle va être publiée, puis elle va être lue. Mais en fait, il faut bien imaginer que l'histoire est écrite sur mon ordinateur, je l'imprime, je l'envoie à des maisons d'édition, et ce sont que des refus, en fait. Donc, en fait, on se heurte très rapidement à la réalité du milieu. Et quand j'ai eu la chance d'être édité pour mon tout premier roman, donc Conscience animale, évidemment, je me suis dit, mais c'est génial, ça y est, je suis publié. Et après, une fois qu'on est publié, encore faut-il être lu. Alors ça, c'est un autre problème. Il vous suffit de rentrer dans une librairie et imaginer mon livre à l'époque qui est rangé, s'il est dans la librairie, dans un rayon paumé tout en haut. Pourquoi vous iriez chercher ce livre-là? Donc, difficile d'avoir des lecteurs. Donc, oui, ça, à un moment donné, voilà, quand on commence à avoir quelques lecteurs et qu'on réécrit un livre, ça devient de se dire « Ah, mais ça serait... génial d'avoir plus de lecteurs, d'un jour pouvoir espérer en vivre, mais ça s'éloigne en fait, plus on écrit, plus ça s'éloigne, parce qu'on se dit ça n'arrivera jamais. Et j'ai eu la chance effectivement, en 2005, vous l'avez cité, que un de mes livres, La Chambre des Morts, qui était le troisième, donc finalement ça a été assez rapide pour moi, oui, connaissent ce succès-là, connaissent un succès qui était un vrai bouche à oreille. Ça pouvait être que ça parce que j'étais inconnu en fait. Je ne connaissais personne dans le milieu, et donc ça pouvait venir que des libraires, que de mon éditeur évidemment, mais les éditeurs croient toujours aux livres qu'ils publient, sinon ils ne les publieraient pas. Donc tous les éditeurs y croient, donc c'est vraiment venu des libraires qui ont conseillé les lecteurs, et après ce sont les lecteurs qui font ça évidemment, parce que quand vous aimez un livre, vous-même qui lisez, voilà, c'est un peu... j'ai la comparaison qui me vient, c'est pas une bonne comparaison. Je pense au Covid, c'est-à-dire vous allez en fait contaminer les gens par votre lecture. C'est une bonne contamination. Vous allez en parler, puis la personne va dire ah ouais tiens, elle va le lire, puis elle-même va en parler à d'autres. Et c'est comme ça en fait qu'un bouche à oreille prend vie et fait que le livre fonctionne. Et le Covid a d'ailleurs ramené un de vos livres dans la une de l'actualité, oui, qui était Pandémia, que vous aviez fait paraître quelque temps plus tôt autour d'une pandémie, comme son nom l'indique, et qui a été une des œuvres de fiction les plus lues et regardées au début du Covid. Donc, oui. C'est un trouble. Oui, alors ça, on peut parler de milieu, parce que c'est vrai que je l'avais écrit en 2014, ce livre, qui est vraiment ce qu'on a vécu. Enfin, il y a une enquête policière, évidemment, ça reste un roman policier. Mais en tout cas, dans la naissance et la propagation
du virus dans Pandemia, donc le livre. Inspiré de grippe aviaire, hein. C'était des cygnes qui mouraient sur les routes migratoires, oui. Et des enquêteurs qui étaient lancés pour comprendre ce qui se passait et éventuellement permettre ensuite de connaître quel était le virus et de trouver l'antidote qui pouvait... Oui, mais il y avait une partie scientifique parce qu'il y a effectivement, ça débutait dans le Marcanterre dans le Nord, donc qui est ma région, hein, plusieurs signes morts, donc ça déclenche des alarmes, hein, des oiseaux morts, c'est jamais anodin. Et c'est pour ça que je pense au Covid, parce que c'est parti de là. C'était une grippe, effectivement, animale, mais qui se transmettait à l'humain, c'est-à-dire de cet oiseau, l'humain l'attrapait, donc il y a eu un cas zéro, et puis ce cas zéro, évidemment, ignorait qu'il avait transporté le virus, il disparaît dans la population, et il commence à propager. Donc les autorités sont alertées, parce qu'il y a des gens qui tombent malades, des grippes, on fait des tests, et puis on se rend compte que c'est inconnu, et tout de suite ça panique, évidemment, c'est exactement ce qui s'est passé pendant le Covid. Et les policiers n'enquêtent pas sur le virus, eux enquêtent sur des meurtres, parce que c'est leur spécialité. Et évidemment, ils vont se rendre compte que ces meurtres sont liés à ce qui se passe avec ce virus. Et oui, alors ça, c'était la surprise, parce que le livre sort en 2014. Alors le confinement dure, le tout premier, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était l'horreur absolue, c'était atroce. Et les gens achètent ce livre où on se dit, les gens vont changer les idées. Sauf que sur les plateformes, ils vont chercher nous allons chercher Contagion, le film de Steven Soderbergh. Nous lisons La Peste de Camus, et nous lisons Pandémie de Franck Tilliez. Oui, on se dit, mais ils sont fous les gens. Mais en fait, non, c'est parce que je pense qu'il y avait une volonté de comprendre. En fait, ce qui nous arrivait, ça nous tombait dessus. Et en fait, c'était vous allumiez la télé, c'était toujours les mêmes informations qui tournaient en boucle. Et on se demandait si parfois ça se contredisait. L'un disait blanc, l'autre disait noir. Et on se dit, mais ces gens, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Donc en fait, je pense que les gens ont eu la curiosité d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, donc d'aller vers les médias qui parlaient de propagation de virus. Et c'est pour ça qu'il y a eu effectivement ce film sur Netflix, Contagion, qui était très réaliste, vraiment, mais qui est très anxiogène. Hein. Je veux dire, c'est horrible, parce que ça part d'une réalité. Qu'est-ce qui se passerait si... Et puis oui, Pandemia, La Peste et d'autres. Voilà, une volonté de comprendre par d'autres prismes que l'actualité, le prisme de l'écrivain. Et voilà, et c'était pour mieux saisir ce qui est en train de se passer. Ouais. Ça a changé quelque chose pour vous ou pas dans votre rapport à l'écriture, au sujet que vous écriviez, qu'un livre, voilà, comme ça, un jour, rencontre à nouveau le succès, rencontre l'actualité sur ce que vous pouvez deviner et ce qui risque d'arriver par la suite? Oui, alors les gens ont pris ça comme une espèce disent, mais vous avez été visionnaire ou d'anticipation. Oui, vous avez anticipé ce qui allait se passer. En fait, pas vraiment. Les grippes aviaires, il y en avait eu déjà quelques-unes avant. Oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que écrire un roman policier, en fait, c'est inventer une histoire dans le monde d'aujourd'hui. De se dire, qu'est-ce qui se passerait si tel événement se produisait? Mais un événement qui peut se passer. Hein, c'est ce qui va créer une histoire. Hein. En général, ça démarre par un meurtre. Il y a un meurtre, et puis voilà, qu'est-ce qui se passe? Comment va évoluer l'histoire? Et en fait, les pandémies, elles ont toujours existé depuis... Moi, ça fait longtemps que j'avais envie d'écrire sur les virus, que je savais que ça existait, je savais qu'il y avait eu des graves épidémies, des virus qui font très peur, la peste, Ebola, enfin des choses absolument terrifiantes. Et en creusant un peu le sujet, on se rend compte, en fait, dans tous les siècles, il y a 3, 4 grandes pandémies ou épidémies, parce que pandémie, on a tous compris ce que c'était, il faut que ça se propage, ou des épidémies extrêmement violentes qui tuent beaucoup de monde. Par exemple, à Hong Kong, il y avait eu, dans les années 70, 50-70, plusieurs millions de morts pour une grippe. Il y a eu le SRAS, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu... où il y avait eu des millions de morts quand même. Et en fait, ça, au bout de 10 ans, on ne sait plus, parce qu'en fait, la différence entre une guerre et une pandémie, qui est une espèce de guerre aussi, quelque part, contre un virus... En fait, c'est que la guerre laisse des traces, alors que la pandémie, en fait, elle n'abîme rien. Elle tue des gens, et puis tout ça disparaît dans le temps. Et d'ailleurs, nous-mêmes, hein, je ne sais pas si ça vous arrive, mais cette période du Covid, quand même, elle est un peu floue dans nos têtes. On ne sait plus, en 2022, en novembre, est-ce qu'on pouvait sortir, quelles étaient les règles. Ça commence à devenir un peu flou. Nos enfants l'ont vécu aussi, donc ils vont être capables de se dire, ah oui, il y avait eu ça. Mais je pense que les petits-enfants qui vont naître, pour eux, le Covid,
enfin ça sera, et ils en auront quasiment, ils en auront pas entendu parler, donc ça va se perdre comme ça dans. Oui, parce qu'on a appris, je pense qu'on n'est pas très loin en âge l'un de l'autre, et peut-être que certains d'entre vous l'avaient vécu, ils l'avaient complètement oublié, qu'il y avait eu comme une épidémie assez massive dans les années 60, qui avait tué beaucoup, et visiblement elle avait été oubliée des mémoires. Mais oui, et c'est ça. Donc en fait, moi c'est ça, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qui se passerait dans le monde d'aujourd'hui si un virus se propageait dans la population humaine. Et en fait, je me suis rapproché des chercheurs de l'Institut Pasteur de Lille et qui m'ont donné toutes les informations, qui avaient des plans, parce qu'en fait, ils savent que eux, ça va arriver potentiellement avec tel microbe. Pour chaque microbe, ils ont des plans. On recherche le cas zéro, on commence à fermer, on s'en rappelle, on isole les gens, on ferme les écoles, on déclenche des plans, etc. Tout ça existe. Donc moi, j'avais lu ces documents. Puis j'ai écrit mon livre, en fait. Donc en fait, je me suis basé sur des choses très réelles, et j'ai écrit ce livre, donc et donc finalement, quand le Covid est arrivé, que ça a vraiment bien fonctionné avec mon livre, je me suis dit, j'ai bien fait mon travail, j'ai bien fait mes recherches, je n'ai pas raconté n'importe quoi. Et voilà, donc pour beaucoup de mes romans, ça fait un peu ça, parce que je prends des sujets d'aujourd'hui, j'imagine, je fais une hypothèse, qui est quand même parfois un peu tordue, elle a très très peu de chances d'arriver, mais elle peut arriver. Voilà, quand elle arrive, ça donne Pandémia. Mais que ce soit pour Pandémia ou pour les autres livres, justement, comment vous gérez ce rapport au réel? Parce qu'on vit quand même dans une époque où le réel aurait été écrit dans un roman, on ne l'aurait pas cru. Et de plus en plus, comment est-ce que vous appréhendez cela, notamment pour que vos romans soient plausibles, crédibles? Oui, c'est aussi ce qui fait que les gens aiment mes romans, c'est-à-dire qu'ils sont toujours très réalistes. Alors ils sont un peu spectaculaires, et ça parce que en fait c'est la partie romanesque. Moi, je n'oublie jamais que quand je commence à écrire un roman, je raconte une histoire et je veux que les gens aient un bon moment de lecture. Enfin, le roman policier, c'est aussi ça, c'est-à-dire provoquer une évasion, un voyage. Alors même si c'est dans le domaine de la peur, du frisson, mais on aime se faire peur. Enfin, je veux dire, ça, je pourrais parler de la peur aussi pendant une heure, et pourquoi on lit ces livres-là, parce que, enfin voilà, c'est une peur qu'on contrôle. Le plaisir de la peur, avez-vous écrit il y a quelques années. C'est un livre qui revenait justement sur votre écriture, et le mot peur était en plein au cœur du livre. Oui, parce qu'en fait, c'est une peur plaisir, c'est une peur qu'on maîtrise, et puis c'est une peur. La peur, elle fait partie de nos instincts de survie. C'est grâce à elle qu'on est ici aujourd'hui, et que l'espèce humaine a pu survivre. Et donc cet instinct, il est en nous, donc on doit l'exercer. Et en fait, on l'exerce un peu quand on se procure soi-même le frisson. Pourquoi on va dans les manèges pour mourir de peur quand vous êtes juste en train de monter dans le truc, parce qu'il y a ce besoin-là qui est quelque chose de très, très primaire. Et on retrouve un peu ça quand on prend un roman policier. On sait qu'on va affronter un peu des histoires comme ça. Donc, j'oublie jamais cette partie-là. Et après, moi, j'essaye vraiment... Alors, pas toujours. J'aime bien, parfois, il n'y a pas de rapport avec l'actualité, tout ça. Ça reste du pur plaisir, de la mécanique, de suspense. Mais c'est vrai que dans pas mal de romans, il y a toujours un sujet de fond que je vais traiter. Alors quand ce sont les romans policiers avec Charcot, c'est plutôt un domaine un peu scientifique. On en a parlé avec Pandémia, les virus. La faille, le dernier, donc celui d'avant Norferville, c'était autour de la mort, d'un point de vue aussi scientifique. C'est un sujet qui fait peur, mais qui est quand même passionnant. Surtout qu'en fait, avec la technologie qui se développe, la définition de la mort est de plus en plus complexe. En fait, en 1900, quand quelqu'un mourait, on croquait son pied, son orteil, il bougeait plus, hop, il est mort. Alors que peut-être le cœur, il y avait encore peut-être le cerveau qui fonctionnait, etc. Aujourd'hui, en fait, avec les machines, on peut maintenir, est-ce que le cerveau mort et le corps vivant, c'est la mort? Est-ce que l'inverse, etc. Est-ce qu'on peut, voilà. Donc ça, c'était vraiment intéressant de voir où se trouvait cette limite. Et puis après, donc la partie un peu scientifique. Puis après, une partie un peu plus, on va dire sociale, mais c'est pas non plus mon créneau de faire du roman social, qui est un des créneaux du polar. Et il y en a qui le font merveilleusement bien. Mais qu'on retrouve peut-être un peu plus dans le dernier Norferville, où là, oui, il y a l'enquête policière passionnante, à suspense, et puis il y a aussi ce fond du monde d'aujourd'hui, notamment au Québec, autour des autochtones, en fait.
Voilà, population Innu qui est à retrouver en partie donc, dans ce livre Norfairville qui est paru cette année. Vous y racontez dans ce livre un détective lyonnais qui un jour reçoit un appel l'informant que sa fille, avec qui la relation n'était pas simple, il ne se parlait plus vraiment depuis des années, a été retrouvée morte, sauvagement abîmée pour ce qui est de son corps au Canada. Il décide de partir là-bas, dans le Grand Nord québécois, dans une ville qui a été une ville minière avant que la mine ne ferme et que ne reste que les traces de cette mémoire et aussi de ce qui a été fait à cette population autochtone des Inuits, donc ne pas confondre avec les Inuits, et il va cheminer avec une policière qui est métisse, blanc et Inou, et qui elle aussi a un rapport à ce lieu très particulier, un lieu qu'elle associe à la violence qu'elle a vécue et avec laquelle vous débutez le livre. Un livre comme celui-ci, comment est-ce qu'il vous apparaît? Comment est-ce que... Voilà, parce que là, du coup, dans la petite présentation que j'ai fait, il y a plusieurs sujets, donc lequel donne naissance au roman, en plus avec un personnage nouveau. Oui. Alors, c'est pour moi toujours la difficulté. C'est pour moi la partie la plus difficile dans l'écriture. C'est quand je termine un livre, de dire quel sera le suivant. Certainement parce qu'il y en a beaucoup déjà. Quand vous avez écrit 24 livres, quand vous cherchez une nouvelle histoire, vous le dites, vraiment, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire? Qu'est-ce que je viens à pouvoir écrire cette fois-ci? Pour vous, pour essayer de ne pas être dans la routine, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. J'essaye vraiment de toujours faire des choses différentes, avec des univers différents. Alors même si il y a des choses qui reviennent, parce que c'est mon univers. Donc forcément, il y a des thèmes comme la mémoire, la maladie mentale, tout ça, des choses qu'on va retrouver un peu dans tous les livres, parce que c'est ce qui me motive aussi à écrire. Mais oui, c'est toujours très compliqué. Donc, quand j'ai une série avec mes personnages policiers, Franck Charcot, Lucienne Bell, La Brigade criminelle, et puis j'ai des séries de livres où je peux écrire ce que je veux. Quand c'est sur les enquêtes policières, bon, je sais que ça sera une enquête policière avec mes personnages. Déjà, c'est quand même un gros critère. Ça oriente pas mal. Mais après, il faut trouver l'histoire. Il faut trouver l'histoire et trouver ce qui va arriver aux personnages. Parce que les lecteurs qui connaissent ces personnages ont envie aussi qu'il leur arrive tout un tas de péripéties. Il ne faut pas que ça soit déjà arrivé dans les autres livres. Donc, il y a une difficulté. Et pour les romans indépendants, finalement, de partir de se dire, en fait, je peux écrire n'importe quoi, sans cadre, en fait, c'est une difficulté, parce qu'on ne sait pas où aller. Le choix est tellement vaste qu'on se dit, mais qu'est-ce que je fais? Et là, en fait, ce qui a donné vraiment l'origine de Norfairville, souvent entre l'origine et le résultat final, il n'y a rien à voir, mais en tout cas... Parce qu'il y a du temps de l'imaginaire qui est oui, venu, mais l'étincelle initiale, ça a été... j'avais écrit La Faille, donc enquête policière, autour de la mort. Donc beaucoup de scènes sont urbaines et se passent un peu dans le noir. Enfin, c'est très sombre. Et donc j'avais envie de nature. Voilà, ça c'était le point de départ. C'était de dire les grands espaces, la respiration. Et moi-même étant allé au Québec, ça m'est revenu voilà, des grands paysages comme ça, de forêts à l'infini, des lacs immenses et personne. Parce que j'adore les huis clos, en fait. J'adore les histoires d'unité de lieux avec peu de personnages et des ambiances qui créent des espèces d'enfermement comme ça. Et voilà, je me suis dit, j'ai pensé au Québec et c'est parti un peu comme ça. Je me suis dit, tiens, je peux imaginer... Même au début, je me suis dit, des gens vont se perdre dans la forêt, il va y avoir une panne vous savez, la fameuse panne de voiture. Enfin, il peut arriver tout un tas de choses. Et voilà, c'est parti comme ça, j'ai commencé à faire des recherches et je découvre l'existence de ces villes minières. J'étais pas au courant. Puis il y a des villes comme ça qui sont au milieu de nulle part, inaccessibles. Il n'y a même pas de route. On peut y aller qu'en train ou en avion. Et des gens vivent là, ils sont coupés du monde. Et ça m'a donné vraiment tout de suite l'idée de décor. Je me suis dit, mais ce décor, il est incroyable. Autre huis clos, puisque on n'y accède pas si facilement. C'est un huis clos ouvert, en fait, où en fait, quand on est dans ces villes, on ne peut pas s'en échapper. Et c'était génial, parce que c'est un cadre.
moi qui aime beaucoup les romans de Stephen King, souvent les villes sont importantes pour lui, elles ont quelque chose d'un peu maléfique. Et donc voilà, j'avais ce décor, et je me suis dit voilà, et je continue à faire mes recherches, et je tombe, en fait c'est construction d'un roman, c'est une succession de hasards provoqués, on va dire. C'est-à-dire que vous savez pas ce que vous allez écrire, puis vous faites des recherches, et ah ben tiens, ça marche bien, ça aussi, puis vous les mettez bout à bout, ça donne un livre, et vous vous dites, à la fin quand vous l'avez écrit, vous dites, mais j'ai quand même eu de la chance que ça fonctionne aussi bien. Mais quelque part, est-ce que cette chance, on ne l'a pas, justement, il y a un truc un peu de cet ordre-là. Et oui, donc j'avais le décor, et je trouve le fond, c'est-à-dire assez rapidement, les violences faites sur les femmes autochtones qui, justement, habitent ces villes isolées, parce que quand je tombe sur ces villes isolées, je vois Innu, ou je vois Micmac, des noms comme ça. Ce sont des communautés autochtones, donc je me renseigne, je dis, ah oui, tiens, les autochtones, tout ça. Et puis je découvre effectivement ce phénomène de violence, de meurtre, de disparition inexpliquée de jeunes femmes autochtones. Qui vient dans un contexte déjà pas simple, parce que vous avez choisi non pas la ville minière en activité, mais la ville minière après la mine, donc il reste plus grand-chose. Une région qui est un lieu de transit pour le tourisme, donc plutôt pour des gens fortunés, et dans lequel demeurent des anciens mineurs et des populations autochtones. Donc c'est-à-dire que la violence, elle est multiple dans votre roman. C'est ça qui vous intéressait aussi. Vous disiez le roman social n'était pas forcément là où vous alliez, mais il y a quand même quelque chose de social du social qui crée la violence. Ici. Ah oui. Et cette ville, elle est... il y avait une complexité dans cette population, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, ce sont des villes isolées qui existent parce qu'il y a un moment donné, il y a eu un gisement, donc la ville se crée, sur des territoires autochtones. Ça remonte à 100 ans en arrière, hein, et les autochtones, on leur a dit, bah voilà, on va construire une ville, et on va, plutôt que vous chassiez tout ça, que c'est très compliqué, on va vous construire des maisons, vous allez habiter là, vous allez travailler à la mine, comme ça, vous aurez de l'argent, vous pourrez acheter... Donc en fait, dans ces villes, il y a des autochtones qui vivent un peu dans ce qu'on appelle une réserve. Alors c'est pas les tentes, machin, c'est vraiment des quartiers de ville en fait où les autochtones vivent. Vous avez sédentarisés. Oui, on les a sédentarisés. Au fil des années et des générations, évidemment, les jeunes perdent la langue, perdent les capacités à chasser. Enfin voilà, tout ce qu'implique la colonisation, on va dire. Donc vous avez eux qui vivent là, vous avez les gens qui ont construit la ville, qui ont des commerces, donc ils sont là tout le temps. Et puis vous avez les mineurs comme ça qui ils viennent à la mine, ils restent là 15 jours, ils repartent un week-end, ils reviennent. Donc des gens comme ça qui sont d'horizons très différents et où il y a des relents de haine en fait, puisque évidemment les autochtones, ils ont jamais oublié ce qu'on a fait à leur terre, donc ils sont là, on leur promet du boulot mais on leur donne pas parce qu'on privilégie les blancs. Donc il y avait vraiment tout un tas de tensions dans cette ville. C'est pour ça que c'était un bon cadre aussi, parce qu'il y a l'aspect, comme je disais, isolement, nature, qui moi me plaît beaucoup pour créer une ambiance. Et il y a l'aspect, complexité entre les gens. Et quand vous avez un meurtre là-dedans, c'est ça qui est de se dire, qu'est-ce qui a créé ce meurtre ? Parce qu'un meurtre, c'est quand même, je le dis dans le livre, c'est une ville où le flic, il y a des policiers aussi dans cette ville. Et on se dit, bon, ils sont plutôt... pas habitués à ça, ils sont plutôt habitués à des bagarres, à gérer un peu les conflits. Et là, il y a un meurtre hyper sanglant, hyper violent, qui tombe comme ça dans la neige, au milieu de nulle part. Et on se dit, qui a fait ça, en fait ? C'est ça qui est intéressant, et tout le monde est suspect dans cette histoire, et on se dit, le tueur, il est là, en fait, il est dans cette ville, et qui est-il ? Donc, c'est quoi ? Et ce qui était intéressant aussi dans les personnages, vous l'avez dit au début, il y a le personnage français, puisque celle qui est retrouvée morte, c'est sa fille. Donc lui, il est en France, il est à Lyon. Sa fille savait qu'elle habitait au Québec, mais on lui apprend qu'elle est morte dans cette ville complètement paumée. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle faisait là ? Donc lui débarque pour essayer de comprendre. Mais il n'y connaît rien au Québec, donc il débarque... Et au Grand Nord, parce qu'à un moment, quand on lui fait prendre le train pour aller là-bas, on s'étonne qu'il n'est pas forcément bien équipé pour affronter le froid. Ouais, non, il était à Lyon en février, bon, il devait faire, je sais pas, peut-être 0. Il débarque là-bas, il fait moins 30. Tout le monde se moque de... Enfin voilà, le froid est une arme, enfin, le froid peut tuer. Donc lui, il n'y connaît absolument rien aux autochtones, il ne connaît rien à cette ville. Et il y a Léonie, donc l'autre personnage, qui, elle, par contre, est métisse. Elle est née à Norferville, dans cette ville, d'un père mineur et d'une mère autochtone, justement. Mais elle est partie à l'âge de ses 16 ans avec ses parents parce que la mine a fermé, donc ils sont partis.
Et en plus, elle a vécu un drame. C'est le premier chapitre du livre. Elle a subi des violences, en fait. Donc, cette ville, elle veut plus en entendre parler, mais elle est obligée d'y retourner parce qu'elle est flic, elle est policière. On lui dit, tu vas enquêter là-bas parce que tu connais, t'es né là-bas. Donc voilà, on a 2 personnages. C'est ça aussi qui est intéressant dans le livre. C'est évidemment le décor, tout ça, mais ce sont aussi les personnages. Et c'est pour ça que je disais, c'est toujours en difficulté un nouveau roman, parce qu'il faut aussi créer ces personnages-là qui sortent de nulle part. Et créer un personnage, ça demande beaucoup de travail, autant que de créer une histoire, quasiment. Oui, surtout qu'ils ne viennent pas effectivement pour les mêmes raisons dans cet endroit, entre celle qui l'a connue et celui qui va essayer de chercher sa fille, ne sachant pas trop ce qu'elle est devenue, quel était son travail, à part qu'il se dit doit probablement continuer à vouloir aider les autres, puisqu'elle était marquée par cela aussi. Mais ce personnage de Léonie, de flic, comment vous l'avez aussi construit, comment il vous est apparu? Parce que vous avez dit effectivement qu'elle venait de là-bas, qu'elle a connu la violence, mais quand elle est renvoyée là-bas pour l'enquête, elle est renvoyée un peu comme une cow-boy dans un Far West en lui disant tu as tous les droits, et puis presque en lui demandant de définir déjà à l'avance qui sera le coupable. Oui. Tout à l'heure, quand je disais j'avais écrit La Faille, je voulais des grands espaces et tout, et je voulais aussi me sortir de la technologie, parce que c'est vrai que dans les romans policiers, aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de police scientifique, les portables qu'on analyse, les ordinateurs et tout. Et quand on est romancier, c'est un peu pesant, c'est parfois ennuyeux. On sait qu'il faut le gérer parce que c'est comme ça dans une enquête. On ne peut pas passer à côté, mais moi, j'essaie toujours de m'en débarrasser pour revenir à ce qui est l'âme c'est le flair du flic. Voilà, on aime bien suivre des personnages qui. Et donc, je voulais me débarrasser de ça. Donc, ça m'a permis aussi ça, c'est-à-dire à Nerferville, en fait, il n'y a pas tout ça. Donc en fait, il n'y a même pas d'enquêteur. Enfin, je veux dire, il y a le commissariat local. Et donc, elle, on l'envoie là-bas. On lui dit, écoute, tu n'auras pas tout ce que tu as ici. Tu vas là-bas, tu te débrouilles. Elle va même là-bas avec un médecin légiste et puis un technicien de la police scientifique. Ils sont à 3, comme ça, avec leur petit bagage. Et ils débarquent là-bas et ils doivent se débrouiller, en fait. D'ailleurs, le corps est complètement gelé parce il est sur la table d'autopsie, il est gelé. Ils sont obligés d'attendre qu'il dégèle. Tout ça va. Vous imaginez un peu dans un état bien habillé, parce qu'à un moment on suppose même que c'est un ours qui s'est lâché sur le corps. Oui, c'est pour ça aussi on se dit si c'est un ours, ça arrangerait tout le monde, parce que c'est des villes. En plus, Nerferville, c'est une ville sensible, c'est-à-dire il y a cette histoire de mine il va réouvrir, il y a des projets miniers, tout ça. Et donc un meurtre, ça entacherait un peu le truc. Donc on dit voilà, il y a des traces de griffes, tout ça, si ça pouvait être un ours. Mais évidemment, sinon il n'y aurait pas d'histoire. On va découvrir que c'était peut-être pas un animal. Et c'est ça qui est intéressant, de trouver encore des histoires où on peut un peu isoler les personnages pour faire ressortir leur capacité d'enquête, leur intelligence. Et ça, c'était vraiment aussi intéressant à faire revenir un peu aux sources de ce qu'est une bonne histoire, finalement. Et pourquoi ça vous a intéressé aussi d'interroger autre chose, qui est comment on fait une enquête quand on est aussi proche, soit par le lieu, soit par le lien familial à la victime, avec ce qui est l'enquête. Est-ce que vous débutez avec cela quand Teddy est encore en France, détective à Lyon? Alors, je ne sais plus qui le dit, mais vous avez un passage sur vous mettre à distance de cette enquête, parce que ça nous empêche sinon de bien réfléchir, d'envisager toutes les solutions. Vous écrivez ça et vous allez faire exactement l'inverse après, en envoyant 2 personnages qui ont un lien de grande proximité avec la victime et la géographie. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce métier qui va plus loin qu'un métier en raison du lien? Oui, en fait, moi j'ai besoin de personnages qui ont un passif lourd, en fait. Il faut qu'ils aient une faille très forte, et en général mes personnages, dans chaque début de roman, ils ont un traumatisme. Soit ils le subissent là au début du livre, ou soit ils viennent de le subir, ils doivent vivre avec ça. Donc oui, on a 2 personnages très différents qui ont chacun leur traumatisme. Comme je disais, Léonie qui doit retourner dans cette ville où quand elle était jeune, elle a été violentée. Pour elle, cette ville, c'est horrible de devoir retourner là-bas. Et en même temps, elle se dit mais peut-être, d'ailleurs c'est même sûr, ceux qui m'ont fait ça à l'époque sont encore là-bas. Donc elle se dit, au fond, elle se dit je peux pas y aller, mais je vais quand même y aller parce que peut-être je vais pouvoir essayer de résoudre ça. Et Teddy, on imagine bien, c'est sa fille. Est-ce qu'il peut il travaille avec la police en France, il les aide dans les enquêtes criminelles, il est psychologue, criminologue. Vous l'appelez souvent le criminologue. Oui, le criminologue, donc il n'est pas policier, hein, il est appelé par les policiers pour les aider, essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc là, lui débarque là-bas, et évidemment, il va vouloir essayer de comprendre ce qui est arrivé à sa fille. Mais c'était compliqué à créer comme personnage, parce que est-ce qu'un père
peut enquêter sur un meurtre sauvage de son propre enfant. Et donc deux personnages comme ça qui ont des failles, qui n'auraient jamais dû se rencontrer, évidemment, et qui se retrouvent ensemble. Qu'est-ce qui se passe, quoi? En fait, c'est ça aussi qui est intéressant dans l'écriture, de se dire au moment où je vais les mettre ensemble, qu'est-ce qui va se passer. Alors ça, j'essaye toujours de le prévoir un peu à l'avance. Moi, j'aime bien faire un peu des plans, alors qu'ils ne sont pas toujours à l'être. Pas toujours forcément très détaillés, mais en tout cas, je sais à peu près où je vais. Mais quand je mets dans mon plan, quand j'imagine l'histoire, on commence à écrire, évidemment. À un moment donné, je me dis, bon, voilà, parce qu'on a envie de raconter une histoire, et puis on a envie, elle va vouloir, soit lue, enfin, moi, c'est ce que je me dis, elle va vouloir, dans moi-même, débarrasser de lui, parce que c'est un père, c'est incroyable de lire un livre, je pensais toujours à l'auteur, il va l'ennuyer, et puis lui, il a réussi à écrire cette histoire, il m'a embarqué, il a besoin d'elle, la policière, elle a donné envie, plein de choses. Forcément, quand je me suis mis à... Donc, en fait, je me dis, dans la première histoire, j'ai eu envie de faire la même chose. Donc j'essaie d'imaginer tout ça. Des gens la lisent. C'était vraiment. En fait, le vrai moment de la rencontre, vraiment quand vous l'écrivez, cette envie d'avoir. Et en fait, quand vous écrivez ça, des lecteurs, elle arrive à l'hôtel, elle arrive, elle frappe à la porte. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui marchent pas dans ce que vous aviez prévu parce que ça se passe pas comme ça. C'est au moment où vous l'écrivez. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, enfin beaucoup d'écrivains, romanciers vous le diront, on fait toujours des plans. Puis en fait, quand on écrit, on part toujours. En fait, on suit ces personnages parce que. On prévoit des choses. Oui, quand on les met ensemble, quand on leur a créé le caractère, quand on écrit, on les crée, on les voit. Et en fait, quand on les met ensemble ou quand on leur fait faire des actions, on se dit bah non, mais ça marche pas ce que j'avais prévu, donc je peux pas faire comme ça, donc je vais faire autrement, ce qui est plus logique. Mais après, on essaie toujours de revenir quand même dans une espèce de trame qui est celle de prévu en fait. Et avec un intérêt pour le duo, parce que là c'est un duo qui va se former, ce qui est évidemment loin d'être une première pour vous, notamment avec des personnages récurrents qui sont des duos et peut-être un peu plus que des duos parfois. Pourquoi ça vous est important dans le dispositif narratif ? Bah ça c'est la partie un peu, on va dire, romanesque aussi du livre. On aime bien évidemment les enquêtes policières, puis on aime bien qu'il se passe des choses entre les personnages. Alors pas forcément toujours des histoires d'amour, ou ça peut être des haines aussi entre des personnages, des guerres, enfin mais c'est toujours intéressant d'avoir comme son nom l'indique, plusieurs personnages. En plus, moi, ça fait partie un peu de ma construction. Les plus lus et regardées au début. Et de la construction un peu de ce qu'est un thriller. C'est-à-dire, moi, j'aime bien démarrer de point de vue. Alors, parce que c'est vrai que je l'avais écrit en 2014. Peut-être moins, parce que très vite, ce livre, même point de vue, il y a un meurtre qui est vraiment ce qu'on met dans beaucoup de mes livres. Enfin, il y a une enquête policière, évidemment. Vous avez deux histoires complètement policières différentes. En tout cas, dans la naissance et la propagation complètement différentes. À la rigueur, dans Pandémia, donc le livre, quand vous lisez, vous, en tant que lecteur, vous savez qu'il y a un lien, forcément. Vous dites, mais pourquoi il me raconte ça ? Et ça déclenche, encore une fois, quelque chose de vraiment intéressant. Parce qu'on attend ce moment où il va y avoir la connexion entre les personnages, dont on sent qu'ils ne vont pas s'entendre, parce qu'on les construit de cette manière-là. Et voilà, et ça permet de créer des... En plus, moi, j'aime bien des histoires complexes. Et le fait de créer des choses comme ça, très différentes, ça rajoute de la complexité dans l'écriture. L'enquête en elle-même. Dans sa construction. Et moi, j'aime ça, en fait. J'aime bien la complexité des histoires et surprendre. Et donc, c'est pour ça, souvent, qu'on a des points... Oui, des histoires parallèles, en fait, laissent des traces, alors que la pandémie, est-ce que ça vous permettait aussi d'apporter un peu plus d'humanité, positive, attachante à ces personnages, parce que le titre du livre, Nord-Ferville, je sais pas si ça vous arrive, on dit que c'est pas forcément le meilleur endroit où vous allez l'emmener, parce qu'on entend évidemment la ville de l'enfer du Nord, et d'ailleurs Léonie l'a décrit comme ça, c'est une ville qui procure qui provoque de la violence, qui est un enfer. Est-ce que ça vous permet aussi d'humaniser ou de contrebalancer une certaine violence, un certain enfer. Mais je pense que les petits-enfants qui vont naître, parce que c'est vrai que enfin, ça sera, ils en auront quasiment dans chacun de mes romans, donc ça va se perdre comme ça. J'accorde beaucoup d'importance à l'ambiance, à l'atmosphère, pas très loin, mais qui est une atmosphère angoissante en fait. Et peut-être que certains d'entre vous l'avaient vécu, l'avaient complètement oublié. Avec Nord-Ferville, je voulais que cette épidémie assez massive dans les années 60, très angoissante, elle avait été oubliée des mémoires. Menaçante. Il y a la forêt, il y a le froid qui est dangereux, enfin on le voit au fur et à mesure de la lecture, il fait de plus en plus froid. Et puis, déjà la couverture, voilà. Oui, ça... le train qui arrive dans le blizzard. À lire l'été sur la plage, comme ça vous fait une clim naturelle. Mais voilà, donc il y a une ambiance glaçante comme ça, et c'est vrai qu'il faut de l'humanité. Mais ça, c'est des choses qu'on apprend, que j'apprends au fur et à mesure de l'écriture, de savoir un rythme de lecture, ce qu'a besoin un lecteur, c'est-à-dire ou soi-même quand vous écoutez de la musique, vous avez plusieurs temps dans la musique, vous avez des phases très, très hautes et très, très rythmées, puis après il y a un repos, une respiration, et ça repart. Et en fait, il y a un peu de ça, c'est-à-dire de se dire, quand j'imagine mon histoire,
j'essaye de dire, voilà, là, il va y avoir beaucoup de suspense, ils vont subir des choses très éprouvantes. Son orteil, il bougeait plus. Donc après, peut-être, je peux me permettre une le petite cœur, pause enfin, qui voilà, me permet de raconter d'autres choses qui fonctionnaient, etc. sans perdre le lecteur, parce qu'en fait, en fait, faut pas mélanger tout ça. C'est-à-dire, si on commence par un truc où il se passe pas grand-chose, est-ce que le cerveau mort et le corps vivant, il se passe pas grand-chose. Par contre, quand c'est passé une grosse scène d'action, donc ça, c'était vraiment intéressant de voir. Mais ça, c'est pas évident. Moi, quand j'ai écrit après, il y a les romans, je voulais que ça aille toujours la partie un peu scientifique. Puis après, j'accordais pas de respiration parce que pour moi, c'était une, on va dire, sociale, mais voilà, c'est pas une non plus faiblesse en fait, créneau dans d'écriture sociale, qui est un des créneaux du polar. Les personnages ne mangeaient jamais merveilleusement bien. Mais quand il y avait une scène où ils mangeaient, je me dis, mais pourquoi Mais en fait, c'est la vie, c'est-à-dire, il faut que les personnages mangent et tout. Donc, mais il faut bien les placer, ces moments-là. Manger pendant l'action, ça peut être aussi compliqué. Oui, c'est ça. Donc c'est ça, il faut bien à partir du moment où ils sont bien placés, ça passe tout ça et ça permet de transmettre d'autres choses. Un personnage peut se livrer sur son passé naturellement. Voilà, c'est vraiment des questions de je dirais de réglage, parce que ça reste quand même un genre où il ne faut pas se tromper, où il faut placer les éléments au bon endroit. Vous avez un lecteur qui cherche, dont le cerveau travaille quand il lit ce livre, il n'arrête pas d'enquêter. Et donc, on n'a pas le droit à l'erreur, parce que la moindre petite... des fois, ça vous le fait quand vous lisez du policier, il y a quelque chose, un mot qui va éveiller, hop, ah mais pourquoi il a écrit ça? Ah, mais s'il a écrit ça, c'est que... Alors, soit l'auteur le fait exprès et puis il veut vous tromper, fausse piste, vous croyez que c'est lui, pendant ce temps-là, hop, ou soit il ne l'a pas fait exprès, et puis en fait, quand il va rencontrer ses lecteurs, le lecteur dit « Ah, mais j'avais trouvé 300 pages avant qui est le criminel, parce que vous avez écrit ça. » Il dit « Ah, mince. » Donc vous voyez, il y a vraiment un truc un réglage, et en plus, il faut quand même donner ce genre d'éléments-là. C'est ça la complexité, c'est-à-dire que quand vous avez terminé un roman policier, on vous dit « Le tueur, c'est lui ». Et en fait, il faut l'effet « ouah », c'est-à-dire, vous dites « Ah, mais c'est lui, ah, mais comment j'ai fait pour pas le voir? » Mais oui, puis il y a des choses qui vous remontent comme ça, parce que vous avez, dans votre lecture, vous dites « Mais oui, il y avait ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là. » Et ça veut dire que vous avez réussi votre livre, parce qu'en fait, vous avez allumé des petites étincelles dans la tête du lecteur, mais sans que ça flambe. Juste des balises comme ça. Parce que si vous ne les mettez pas, et qu'à la fin, vous dites « Bon, le tueur, c'est lui », ah ouais, bon. En fait, le lecteur, il n'avait aucun moyen de le détecter. Puis il va juste dire, bon, bah voilà, l'histoire s'est terminée. Bon, c'était un bon livre. Mais voilà. Ça. Par contre, c'est quand vous réussissez effectivement à faire cet effet-là, où ça vous donne envie, mais comme pour un film, vous avez envie de le revoir parce que vous êtes passé à côté de quelque chose, ça rajoute encore une dimension, je trouve, supplémentaire. J'arrive pas à le faire à tous les livres, mais pour certains, ça a plutôt bien fonctionné. Et jusqu'où est-ce que vous y pensez au lecteur pendant l'écriture? Parce que risquer de trop penser au lecteur fait que ça pourrait aussi un petit peu perturber ou atténuer votre envie d'écrire une histoire. Oui, mais en fait, j'y pense souvent, parce qu'en fait, il faut que je me situe... au moment où j'écris un chapitre, je me dis... Qu'est-ce qu'attend le lecteur? Parce qu'en fait, quand vous avez plusieurs choix, enfin, quand vous écrivez... vous pouvez dire, ce chapitre-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais du point de vue du policier qui est en train d'enquêter? Est-ce que je reste avec le personnage par là? Puis comment je commence mon chapitre? À quel moment? Et donc vous allez vous dire, c'est ça qui c'est la vraie complexité de cette écriture-là, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui est le mieux à ce moment-là pour le lecteur? Ça va rien changer à votre histoire parce que vous allez la raconter quand même. Ouais. C'est juste c'est un peu comme du montage de cinéma, en fait. C'est-à-dire, vous écrivez votre scénario, qui est génial, super, et vous tournez tout ça, les scènes, mais à la fin, vous dites, ah ouais, mais cette scène-là, je vais plutôt la mettre en dessous. Le monteur dit, ça sera 10 fois mieux si on apprend juste après, plutôt que là où c'était prévu. Et donc, en fait, ça marche un peu comme ça. C'est-à-dire, l'histoire, c'est la mienne et je la raconte, mais c'est juste des déclenchements, des histoires de respiration, de rythme, comme ça, où on se dit, tiens, ça, je peux peut-être le remonter un peu. Là, révéler ça plus tôt, c'est peut-être trop tôt, il faut que je le dise. Enfin, vous voyez, c'est un peu comme ça. Donc, ça reste quand même une sauce interne, hein, c'est une espèce dont on n'a aucun moyen de savoir au moment où on écrit si ça marche. C'est après, avec l'expérience déjà, et puis après, les gens qui disent, c'est là où on se rend compte, mais c'est vrai que on pense avoir fait
une bonne chose. Et après, souvent, ça se fait aussi avec l'éditeur qui lit et qui dit « Ah bah tiens, là, j'ai compris ». Donc, on peut aussi faire ces réglages à ce moment-là aussi. Oui, parce que vous avez aussi une fidélité avec votre maison d'édition Fleuve Noir. Et justement, les lecteurs qui viennent vous voir après, est-ce qu'ils parfois vous proposent des interprétations peut-être différentes, parce que le livre, en fait, il ne fonctionne que s'il y a un écrivain, mais que aussi s'il y a un lecteur et la manière dont il se l'approprie. Est-ce que parfois, il y a des divergences? Oui, tout à fait. Oui, alors... les lecteurs, alors il y a des livres où quand on le lit, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais il y a certains de mes livres où moi j'aime bien les fins ouvertes. Enfin, c'est quelque chose qui me plaît même dans la création, où à la fin on peut quand même détecter, mais on ne sait pas vraiment. Et ça, les gens, je me suis rendu compte, les lecteurs, aiment pas trop. Ils préfèrent que les choses bien, qui se terminent bien, voilà, où on a. Ça rassure. Oui, ça rassure. On reste pas autour de la page, mais il n'y a plus de page. C'est quoi la fin? Donc ça, c'est frustrant, mais je l'ai quand même fait parce que j'aime bien. Et surtout qu'en plus, ayant caché des indices dans le livre, je leur dis, mais en fait, la fin, vous l'avez quand même. Donc je suis quand même un peu joueur comme ça. Mais non, en général, ça se passe plutôt bien. Après, il y a... C'était pas des divergences que ça pouvait se passer mal. C'est simplement des interprétations, des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, que des lecteurs imaginent. Oui, tout le temps aussi. Ça, c'est vrai. Ça arrive parce qu'en fait, les histoires sont tellement complexes, tortueuses et tout. Quand les gens me parlent des fois de certains, dire ah mais tiens, là j'ai vu ça. Des choses que moi-même dont j'avais pas forcément conscience. Et puis après alors j'écris des livres tellement différents entre Norferville, La Faille. Labyrinthe, le manuscrit inachevé, voilà que il y a des gens qui préfèrent retrouver les personnages, il y a d'autres qui préfèrent les romans indépendants, tout ça. Donc moi, ce qui me plaît justement, c'est d'avoir eu cette liberté que j'ai prise dès le début, une espèce d'habitude une fois sur deux d'alterner. Comme ça, je ne suis pas prisonnier de mes personnages, parce que si j'avais écrit 24 livres avec Charcot, Henbel, et puis que demain j'écris un livre sans eux, la moitié d'entre vous n'allez pas le lire parce que vous dites c'est pas nos personnages. Or là, j'ai quand même alterné dès le début. Et en fait, les gens savent que globalement, même si c'est sans les personnages ou avec, ça reste aussi, ça reste plutôt intéressant. Et ça, c'est une vraie liberté en fait. C'est malin. Merci beaucoup, Franck Tilliez, d'être venu nous parler de votre livre, donc Norferville, qui est paru aux éditions Fleuve Noir, et que vous allez pouvoir retrouver le livre et son auteur sur le stand du Forum du Livre, donc dans la partie Salon du Livre. Et je vous signale, si vous êtes encore avec nous cet après-midi, que nous allons nous retrouver, mais pas tout seul, pour une rencontre qui vous fera converser avec Yann Manouk, et on restera dans le Grand Nord, puisque Yann Manouk nous emmènera lui dans la taïga Sibérie. Merci beaucoup, Franck. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci, Anola. Et bon festival.